Le Conseil national de la presse remet son rapport 2012 au président Alassane Ouattara. C'est une grande première dans l'histoire du CNP. La remise de ce document a fait l'objet d'une audience solennelle. Fin de la table ronde des bailleurs de fonds. Ils ont décidé d'accorder un appui de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour l'amélioration des infrastructures hydrauliques du pays. La présidentielle au Mali, c'est le 28 juillet prochain. Le président de la commission électorale indépendante est inquiet quant à la tenue de cette élection. La raison, le retard dans la fabrication des cartes d'électeurs. Bienvenue à tous dans cette édition. Le chef de l'État a reçu hier le rapport d'activité 2012 du Conseil national de la presse. Il se félicite du travail abattu par cette structure et encourage la presse ivoirienne. Le point avec Viviane Aïmé. Le CNP, le Conseil national de la presse, est l'organe de régulation qui veille à l'application et au respect des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Depuis le renouvellement administratif de cette instance en 2012, le CNP est dirigé par Raphaël Lacbé, ancien patron de presse. Le bureau du CNP comprend 12 membres, dont des journalistes mais aussi des juristes. Ce vendredi, le CNP, dans son ensemble, conduit par son président Raphaël Lacbé, est venu remettre officiellement au président de la République son rapport d'activité au cours du premier semestre de l'année 2012. Cette audience que le président de la République a bien voulu accorder à l'organe de régulation a été l'occasion pour la ministre de la Communication de remercier le président de la République pour le grand intérêt qu'il accorde à la presse en Côte d'Ivoire. À travers cet organe, vous honorez également tout le grand secteur de la communication. Alors aujourd'hui, conformément à la loi, le Conseil national de la presse est donc venu vous rencontrer et vous remettre le rapport d'activité du premier trimestre donc de l'année 2012. À la suite du ministre, le président du CNP a rappelé que c'est alors qu'il était Premier ministre en 1991 que le président de la République Alassane Ouattara avait alors suscité la création des deux organes de régulation de la presse en Côte d'Ivoire, que sont le CNP pour la presse écrite et le CNCA pour la presse audiovisuelle. Nous insistons, Excellence, sur ce privilège que vous nous faites, parce que c'est la première fois dans l'histoire du Conseil national de la presse qu'une telle audience lui est accordée. Avant ce jour, chaque année, et conformément à la loi portant un régime juridique de la presse, le rapport d'activité du CNP était transmis par voie de courrier à vos services. Recevant l'organe de régulation, le président de la République, fidèle lecteur des quotidiens nationaux, a posé des questions sur les fluctuations constatées ces jours-ci au niveau des parutions des quotidiens, sur les critères des sanctions à l'encontre des organes de presse et des journalistes et sur la formation des journalistes. Le président de la République a souligné son attachement à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, tout en félicitant le CNP pour son travail et la qualité actuelle des quotidiens nationaux. Vous m'avez remis un rapport qui semble dense, bien structuré. Je vais vous féliciter, bien sûr à mon nom, au nom du Premier ministre, au nom du ministre de la Communication. C'est un organe important, de mon point de vue, c'est un organe essentiel. Et nous avons donc le devoir de faire en sorte que vous soyez dans de bonnes conditions pour exercer cette fonction. Quand vous prenez des sanctions, je sais qu'il y a certains pays qui sont très regardants sur ces questions, mais je crois que c'est une bonne chose. Je trouve que la critique est bonne et que véritablement nous voulons que la Côte d'Ivoire soit à un niveau de démocratie supérieur à la moyenne. Je voudrais donc vous demander de ne pas vous offusquer quand quelquefois certains ambassadeurs vous titillent un peu. Ceci, c'est pour nous améliorer en réalité, parce que tous ces pays ont une certaine expérience de la presse. Bien évidemment, on ne peut pas laisser la presse faire du n'importe quoi ou dire du n'importe quoi, mais en même temps, la liberté d'expression est fondamentale. Personnellement, je crois à cela et je vous encourage à continuer dans ce sens. Une photo de famille a mis fin
à cette audience. Et dans la même veine, le Collège des conseillers du CNP réuni en sa 14e session extraordinaire a au thème de ses délibérations autorisé la reprise des activités de 8 entreprises de presse et suspendu l'entreprise de presse Multi-Consul Gestion, éditeur des titres PME Magazine, La Tribune de l'économie et Jallo. Les entreprises mises en demeure ayant vu leurs sanctions levées. Groupe Olympe, éditeur des quotidiens Soir Info, l'Inter et de l'hebdomadaire Star Magazine. Régie Indénié, éditeur du mensuel Cordon Bleu. 7/7 Monde Édition SARL, éditeur des hebdomadaires 7/7 Monde et Le Point d'Abidjan. Côte d'Ivoire Économie SA, éditeur du mensuel Côte d'Ivoire Économie. Vaudou Média, éditeur des mensuels Tikkun et Laïf. Les éditions Alif, éditeur de l'hebdomadaire Islam Info. Les éditions Le Réveil, éditeur du mensuel Le Nouveau Réveil. Voltage Édition, éditeur des mensuels Abidjan Planète et l'officiel de l'immobilier. Au titre des entreprises de presse suspendues, seule l'entreprise des éditions Dunia Communication a vu sa sanction levée. En ce qui concerne l'entreprise de presse Multi-Consul Gestion, initialement classée parmi les entreprises de presse régulières, le Conseil a constaté à la suite d'investigations qu'elle s'était livrée à la production de faux documents et à de fausses déclarations. Le Conseil saisit l'occasion pour inviter les entreprises de presse à une franche collaboration avec le CNP. Des bailleurs de fonds ont exprimé vendredi à l'issue d'une table ronde de mobilisation de fonds à Abidjan leur intention d'accorder un appui de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour l'amélioration des infrastructures hydrauliques du pays. Le gouvernement s'est dit extrêmement satisfait de cette mobilisation spontanée des bailleurs, des partenaires techniques au développement. Hervé Blé pour plus de détails. La satisfaction est grande du côté ivoirien. Environ 200 milliards de francs CFA, c'est le montant des intentions de financement annoncées par les partenaires au développement du secteur de l'eau en Côte d'Ivoire. Sollicités à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour différents projets, les bailleurs se sont montrés bien généreux avec la partie ivoirienne. Nous nous considérons comme extrêmement satisfaits parce que c'est la première table ronde des bailleurs qui a lieu sur le sujet spécifique de l'eau, après le groupe consultatif de Paris. Les premières annonces que nous avons sont vraiment au-delà de nos espérances pour commencer des travaux et à Abidjan et sur l'intérieur du pays. D'ici décembre, nous pensons que ce montant sera encore plus important. Pour le gouvernement ivoirien, il s'agit de réduire de moitié d'ici à 2015 le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un service d'approvisionnement en eau potable. Pour atteindre cette recommandation des objectifs du millénaire pour le développement, le taux de desserte global, actuellement de 66%, devrait passer jusqu'en 2015 à 82% pour l'eau potable. Déjà pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions aux problèmes d'approvisionnement en eau potable des populations, le gouvernement ivoirien se réjouit d'obtenir davantage de financement, ce qui permettra la réalisation d'installations de production là où elles n'existent pas et d'en construire de nouvelles là où elles sont saturées, concernées aussi bien Abidjan que l'intérieur du pays. Le ministère des Affaires étrangères veut s'ouvrir à l'extérieur. Pour réussir ce challenge, un poste de directeur de communication a été créé le 22 mars dernier au sein du département, poste confié à l'ambassadeur Jeanne Gué qui a animé une conférence de presse hier. Le point avec Christelle Ménan et Zani Gabriel. Nouveau visage pour la communication et le porte-parole au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Excellence Jeanne Gué, diplomate de carrière, occupe désormais les fonctions de directrice de la communication et porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Pour sa première prise de contact avec la presse, à l'initiative du ministre Charles Kofi Dibi, Jeanne Gué a sollicité l'engagement de la presse dans les défis qui attendent le ministère, notamment faire de la diplomatie économique une priorité. Cette nouvelle dimension de la communication au ministère d'État, qui jusque-là n'était qu'un service, procède de la nouvelle organisation ambitieuse des affaires étrangères qui enregistre pour la première fois de son histoire 3 directions générales et une vingtaine de directions centrales et sous-directions.
Nous sollicitons ce partenariat, ces relations de confiance, pour que tous ensemble nous puissions accompagner le ministère d'État dans la mission essentielle que le chef de l'État lui a assignée, à savoir faire de la diplomatie économique une priorité. Aux côtés du secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, son Excellence Claude Beckett, le porte-parole, a souligné la collaboration étroite qui prévaut entre la nouvelle direction de la communication, le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG et le ministère de la Communication. Objectif de cette collaboration, promouvoir la diplomatie ivoirienne et par là même la Côte d'Ivoire aussi bien à l'international qu'auprès de la population ivoirienne. Les Libanais de Côte d'Ivoire, entre mythe et réalité. La réponse à cette question a été donnée au grand rendez-vous du groupe de presse Fraternité Matin. Invité de cette 8e édition, le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, Léon Bro. L'opérateur économique libanais, un faux employeur, le corrupteur. Sur la question, l'invité des grands rendez-vous du groupe Fraternité Matin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, est sans détour. C'est un préjugé que ferait prospérer certaines brebis galeuses, comme dans toute société. Son argument pour convaincre, le poids de la communauté libanaise dans l'économie ivoirienne. Sur le plan économique, elle représente environ 40% de l'économie du pays. Elle représente plus de 4000 entreprises qui emploient plus que la fonction publique. Cette communauté existe dans tous les secteurs d'activité. Autre argument, la contribution des opérateurs économiques libanais aux recettes fiscales. Plus de 1000 milliards de francs CFA par an, dont 350 milliards d'impôts. Des exemples qui achèvent de convaincre sur le modèle libanais. C'est quand même une communauté qui réussit, il faut le reconnaître. Dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Quand on parle d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Donc quelles sont les qualités que nous pouvons copier chez eux? Ce que je retiens, c'est que nous devrions peut-être apprendre une de leurs qualités, qui est qu'ils sont travailleurs. Ceci est d'autant plus important pour le directeur général du groupe Fraternité Matin que la vision d'une Côte d'Ivoire émergente ne peut se réaliser qu'en suivant des exemples de réussite. Les Libanais peuvent-ils contracter un mariage avec une personne d'une autre nationalité? La question a été posée pendant ces échanges au président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. On reste encore avec Léon Bro. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire expliquant l'enracinement de sa communauté dans la société ivoirienne. Dr Kouri Joseph indique que sur les 16 millions de personnes qui constituent la diaspora libanaise, environ 5 millions vivent en Côte d'Ivoire. Elles sont venues par vagues successives depuis la période précoloniale pour former l'actuelle plus forte communauté étrangère. En réponse aux reproches selon lesquels le Libanais de Côte d'Ivoire habiterait que les quartiers UP, l'invité de Fraternité Matin explique que sa communauté est présente sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, notamment dans les localités à forte potentialité pour faire prospérer ses activités. Sur la question du rare, voire impossible mariage de la Libanaise avec l'Ivoirien, Dr Kouri précise que ce n'est pas l'expression d'un racisme, mais plutôt les effets de la culture libanaise. C'est une question de tradition qui existe dans toutes les communautés. Il faut qu'ils se marient d'abord avec une parente ou bien une fille de son village. Et par la suite, ce n'est pas une fille de son village, de sa région. Il faut qu'ils soient, s'ils sont de nationalité chrétienne, il faut que ça soit chrétien. S'ils sont de nationalité musulmane, il faut que ça soit musulman. C'est une éducation qui date depuis longtemps, mais qui est en train de se modifier. L'espoir d'une forte imbrication entre Libanais et Ivoiriens est permis, surtout en ce qui concerne le mariage, avance également chercheurs et amis, bien introduits dans la civilisation libanaise. C'est reparti pour les journées du communicateur à l'ISTC. Ces journées scientifiques organisées par la direction de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication offrent aux étudiants en fin de cycle l'opportunité de présenter leurs travaux après 2 mois de stage. Le reportage de Maïs Sako.
Les journées du communicateur donneront aux étudiants en fin de cycle à l'Institut des sciences et techniques de la communication l'occasion de faire montre de leurs talents et aptitudes à affronter le monde professionnel. Il s'agit de mettre nos étudiants en situation d'entreprise, de mettre nos étudiants en situation professionnelle pour qu'une fois qu'ils se retrouvent après l'embauche en entreprise, ils ne soient pas dépaysés et qu'ils soient tout de suite opérationnels. Une fois les stages terminés, il faut un emploi. Et ces étudiants ne veulent pas rester sur le carreau. Nous pensons qu'à cette journée-là, nous avons la chance d'être vus par ces chefs d'entreprise qui viennent et pourquoi pas ne pas être recrutés après. Nous souhaiterons que les entreprises aient un regard vers nous afin d'intégrer leur structure et de présenter tous nos efforts. Un appel bien entendu par la ministre de la Communication, également présidente des journées scientifiques. L'intégration des étudiants dans le monde professionnel est une de mes priorités. Et que nous le ferions en lien avec le ministère donc, de la réforme administrative et de l'enseignement supérieur également, et que nous le ferons enfin avec toutes les entreprises privées. Les étudiants de l'ISTC sont fin prêts et déterminés à étaler leur savoir-faire et à célébrer par la même occasion les métiers de l'information et de la communication à la faveur de ces journées qui leur seront dédiées à partir du 1er juillet. C'est donc le mardi prochain que le président Alassane Ouattara se rendra dans le district des Savanes pour une visite d'État. Le groupe RTI a pris toutes les dispositions pour assurer la retransmission des différentes étapes de cette visite. Des équipes sont déjà sur place à Korogo. Et sur place à Korogo, les rues et les éclairages publics sont en réhabilitation pour le bon déroulement du séjour du président dans cette région. Le point avec nos différents reporters. Avec tout ce que nous avons ici aujourd'hui, nous allons demain avoir une ville qui va attirer beaucoup de personnes qui viendront, que ce soit pour le tourisme, mais les gens qui viendront pour investir donc, dans la région, dans l'agro-industrie, etc. Donc c'est vraiment un nouvel essor pour Korogo. Korogo, la capitale de la région du Poro, est en chantier. Les rues principales sont bitumées à plus de 80% selon Ziba Blaise, directeur technique de l'une des entreprises en charge des travaux. Et les travaux se poursuivent jour et nuit avant l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. En plus du bitumage des rues, les carrefours de Korogo ont depuis quelques jours le feu tricolore, donnant de nouvelles habitudes aux populations. Et ces travaux qui s'étendent dans les autres localités des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo sont appréciés par la direction générale du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Nous nous sommes rendus compte que les travaux de Pointe-à-Temps, donc d'entretien de la chaussée, vont bon train. Les 3 entreprises qui ont été évidemment choisies pour faire ces travaux-là avancent bien. Nous avons relevé quelques retards sur le tronçon Tafiré-Ferké, mais l'entreprise nous a donné les assurances que ces travaux seront achevés. Pour les travaux qui ne sont pas encore achevés ou qui ne pourront pas l'être avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara, ils vont se poursuivre après, rassure le directeur général du BNET Krakofi. Nous allons poursuivre les travaux jusqu'à la fin du mandat du président. À Korogo, selon le maire Amadou Gon Koulibaly, le président de la République, Alassane Ouattara, pourra découvrir les nouvelles et belles rues de Korogo, comme celle du quartier Soba, la rue qui mène à l'aéroport naturellement, et surtout l'avenue William Tolbert, qui de jour comme de nuit est agréable à pratiquer. Soutenir la scolarisation de la jeune fille, c'est l'ambitieux projet de l'association Oasis de la solidarité sociale. Elle vient d'ailleurs d'organiser des activités à Séidougou dans le département de Gbeleban. Ces activités étaient placées sous le thème « Scolarisation de la jeune fille en milieu rural ». Le point avec Teresta Peyobwe. Les activités initiées par l'association Oasis de la solidarité ont duré 2 jours. Cette association milite pour la scolarisation de la petite fille en milieu rural. Ces manifestations sont une sorte de prémisse à un projet pilote de développement durable que l'association tente de mettre en place à Séidougou, dans le département de Gbeleban, dans la région d'Odiéné. Il s'agit de la création d'un centre, selon la présidente fondatrice de l'Oasis de la solidarité, professeur Diabaté Téné Touré, appelé
Centre Mandingue pour le développement durable. Cette association a pour objectif de lutter contre la pauvreté, d'une part, d'appuyer le troisième objectif du millénaire pour le développement prévu pour 2015, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme et surtout l'équité et la correction de l'injustice sociale envers la petite fille. 10 hectares ont déjà été octroyés à l'association pour la réalisation de son centre. Il comportera entre autres une école des métiers de la terre, un lycée pour les jeunes filles et un centre d'hébergement. Les activités de Séidougou ont été marquées aussi par une remise de prix à des jeunes filles qui excellent dans plusieurs domaines dans la localité. Et puis, 5 jeunes filles, les plus brillantes des écoles de la sous-préfecture, ont été récompensées. Elles vont bénéficier d'une bourse familiale initiée par l'association. Une bourse qui vise à encourager la scolarisation et le maintien de la petite fille à l'école. Le recensement général de la population, c'est dans moins de 5 mois. Pour cette opération, il faut 12 milliards de francs CFA et pour une réussite parfaite de ce recensement, un atelier a été organisé à Grand Bassam. Le point avec Francis Boifo. Combien sont-ils les habitants de la Côte d'Ivoire? Certains avancent le chiffre de 20 millions, d'autres plus. En réalité, la Côte d'Ivoire ne dispose pas actuellement de chiffres fiables sur sa population. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat prévu du 4 novembre au 3 décembre 2013 donnera une réponse claire à la question. Disposer des chiffres qui permettent de mieux structurer notre politique, d'élaborer donc des stratégies pertinentes en matière de développement, mais aussi de donner aux investisseurs, à tous ceux qui s'intéressent à notre Côte d'Ivoire, aux partenaires techniques et financiers, des données qui leur permettent de nous accompagner dans les efforts de reconstruction qui sont en cours. Pour mieux informer les populations sur l'opération de recensement, l'Institut national de la statistique INS a décidé d'associer la presse, d'où ce séminaire. Le recensement concerne tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou non ivoiriens. S'il habite le territoire ivoirien, il est concerné par ce recensement. Ce n'est pas un recensement qu'on va faire comme on fait les identifications pour les élections. Ce n'est pas genre audience foraine. Nous allons visiter chaque maison. Il faut qu'on en parle avec les journalistes pour que tout le monde soit informé et qu'ils expliquent ces détails-là. Depuis son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a réalisé 3 recensements généraux. Le dernier remonte à 1998. Et puis cette cérémonie en bref, cérémonie de pose de la première pierre de l'hôpital mère-enfant de Bingerville en présence du président Alassane Ouattara et de son épouse ce samedi. Depuis hier, le nouveau président du conseil d'administration de la MUJEFSI et les membres des organes dirigeants sont connus. Le président élu est Soro Mamadou de la liste Solidarité et Espoir. Il s'engage à faire de la MUJEFSI un vrai outil de solidarité au cours de son mandat qui va durer 4 ans. Doigt de laser. Le rendez-vous de l'élection du président du conseil d'administration et les membres des organes dirigeants de la mutuelle générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, fixé au 28 juin par le gouvernement ivoirien, est bien respecté. Les 285 délégués sur 300 élus, le 9 juin dernier, pour défendre les causes des mutualistes, ont choisi les 10 nouveaux dirigeants de la MUJEFSI. Soro Mamadou, de la liste Solidarité Espoir, est le président du conseil d'administration, élu à l'unanimité à l'Assemblée générale du 28 juin 2013 à Abidjan. Inscrits 300, nombre de votants 262, bulletins nuls 2, abstention 11, suffrage en faveur de Solidarité Espoir 249, soit 87,33% des voix. Soro Mamadou s'engage pour les 4 années à venir à faire de la MUJEFSI un vrai outil de solidarité. Ensemble, nous relevons le défi surtout de faire en sorte que les mutualistes se réconcilient avec leurs mutuelles. Les pratiques anciennes avaient découragé les mutualistes. Oui, nous nous engageons à faire en sorte qu'effectivement ces ratios soient intégralement respectés et que la couverture que la MUJEFSI doit consacrer aux mutualistes le soit au quotidien et de façon pérenne.
le président du comité de gestion de la MUGEFSI, Bamba Karim, les représentants des ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et celui de la fonction publique et de la réforme administrative ont salué l'esprit démocratique des mutualistes et invité la nouvelle équipe dirigeante à œuvrer pour le bon fonctionnement de leur mutuelle. Le mandat du nouveau conseil d'administration va durer 4 ans. Soro Mamadou et son équipe doivent pendant cette période garantir l'accès aux prestations médicales et aux médicaments dans les pharmacies sur l'étendue du territoire national dans l'intérêt des 276 000 mutualistes de la mutuelle générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Une page consacrée à l'agriculture. Commençons par Grand Bérébi où la coopérative agricole de Belleville a écoulé plus de 2000 tonnes de cacao qui lui permettront de mener des opérations sociales en direction de la population. Le bilan des activités de cette coopérative est donc jugé positif, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Construction d'un magasin de stockage de 500 tonnes à Ouaoulo, financement de projets de construction d'écoles primaires à Ngorankro et à Koulibalysso dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, telles sont les actions que compte réaliser la jeune coopérative agricole Ben Clément de Belleville, en d'autres termes, la K2B. Ces informations ont été données lors du bilan de la coopérative, représentée cette année par une quarantaine de délégués venus de 15 sections. Au cours de cette rencontre bilan, la K2B, selon le président du conseil d'administration, a engrangé un bénéfice de plus de 12 millions grâce à la commercialisation d'environ 3000 tonnes de cacao livrées par ses 300 membres. Eladji Fofana Sidiki n'a pas manqué de relever les difficultés de parcours liées au mauvais état des pistes, ainsi qu'à l'insignifiante marge différentielle sur le prix du kilogramme de cacao octroyé aux planteurs. Toute chose qui rend les coopératives non compétitives. Le sous-préfet de Grand Bérébi, les responsables et les représentants des structures d'encadrement ont exhorté les responsables de la coopérative à poursuivre sa politique qualité, car la coopérative devient désormais une société coopérative qui doit faire le développement de sa région. Et après la campagne agricole, place au bilan pour 2 coopératives de Grands Atris dans le département de Soubré. Ces 2 coopératives étaient en assemblée générale pour présenter à leurs membres le bilan de l'exercice 2012-2013. Léon Brou. 6 500 000 francs CFA pour environ 1400 tonnes de cacao vendues. C'est le bénéfice net réalisé par la nouvelle entreprise coopérative agricole de Bagaliwa en abrégé NECAB dans la sous-préfecture de Grands Atris. Quant à la coopérative des producteurs agricoles de Grands Atris, toujours dans le département de Soubré, elle a obtenu en 5 mois d'activité un résultat net de 1 200 000 francs CFA avec ses 150 membres. Pour ces 2 groupements, un même objectif: sensibiliser et former les coopérateurs aux bonnes pratiques agricoles et à la lutte contre les fléaux. Ce sont entre autres le mauvais état des pistes, la concurrence déloyale menée par les pisteurs, l'infidélité de certains producteurs. Sur ces questions, le Conseil du café et du cacao, le ministère de l'Agriculture et les sous-préfets de Grands Atris ont promis leur appui aux 2 coopératives. Il s'agit, ont-ils expliqué, d'aider le paysan à jouir du fruit de ses efforts. Cinéma ivoirien, les Léonards pour récompenser les meilleurs professionnels du secteur. Les États-Unis ont les Oscars, la France les Césars. La Côte d'Ivoire a elle désormais les Léonards. Chaque année, les meilleurs professionnels du cinéma en Côte d'Ivoire seront donc distingués. Tenu alors d'un point de presse pour informer les journalistes sur les critères de sélection des productions. Francis Boifo nous en dit plus. Les acteurs du monde cinématographique ivoirien seront célébrés en décembre 2013 à Abidjan. Plusieurs parmi eux se verront attribuer des prix par le comité Les Léonards, initiateur de l'événement. Au point de presse qu'ils ont animé, les responsables du comité Les Léonards ont défini les critères de sélection des œuvres éligibles au prix. Toutes les œuvres cinématographiques de long métrage de plus de 60 minutes et de court métrage de moins de 60 minutes et les séries télé des 20 dernières années, dont la première présentation au public a eu lieu en salle de cinéma dans le cadre d'une exploitation commerciale pour les courts-métrages et pour les longs-métrages, ou une première présentation au public en salle lors d'un festival de cinéma, ou diffusée sur une chaîne de télé publique ou privée, dont plus de 50% des dialogues au moins sont en langue française ou dans une autre langue du pays,
dont le producteur délégué est assuré par une société de production domiciliée en Côte d'Ivoire. Et à Élisée Yao, la présidente du comité d'organisation, d'ajouter que cette compétition s'inscrit dans le cadre de la promotion du cinéma ivoirien. Plusieurs catégories sont mises en compétition. La catégorie du meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleure musique écrite pour un film, meilleur décor, meilleur costume, meilleur son, meilleur montage, ainsi que des prix spéciaux et un prix d'honneur. Les candidats au Léonard 2013 sont invités à déposer leur production au siège du comité Les Léonards à Angré Carrefour Oscar avant le 30 septembre 2013. Et puis dans le tour de l'Afrique, en bref, la visite de Barack Obama en Afrique du Sud. Après, on marquera une pause au Mali où à la veille de la présidentielle, le président de la commission électorale indépendante est inquiet quant à la tenue de cette élection prévue pour le 28 juillet. Mais commençons d'abord par la tournée de Barack Obama en Afrique du Sud. Regardez. L'interminable attente est à la une de toute la presse sud-africaine. À Pretoria, devant la clinique où est hospitalisé Nelson Mandela, le défilé se poursuit. Militants de l'ANC déversés par car entier ou simples individus venus prier ou déposer des messages de sympathie. Ici, l'espoir est ballotté au gré des déclarations du président Zuma, des membres de la famille ou des autorités médicales. Seule certitude, l'état de santé du père de la nation est très critique, mais stable. Mamadou Diamountani a émis des doutes sur la possibilité de tenir le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet prochain au Mali. Pour le président de la Commission électorale nationale, la fabrication des cartes d'électeurs a pris du retard et leur distribution à 6,8 millions d'électeurs est un véritable défi, d'autant que plus de 500 000 personnes sont déplacées. Enfin, l'armée malienne n'est toujours pas déployée à Kidal, fief des Touaregs du MNLA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.